Les murs de pierre froid suintent l'humidité de la tour nord du château de Tolède. La princesse Alba est allongée sur de la paille humide, les mains enchaînées au mur de granit. Ses robes royales, désormais réduites en lambeaux tachés, de boue et de sang séché, pendant de son corps telles les ombres d'un passé apparemment impossible. Le silence est total. Même les gardes n'osent pas s'approcher de sa cellule. Seul le goutte à goutte régulier qui s'infiltre à travers les pierres fissurées marque le passage des heures. Son regard, autrefois profond et énigmatique, reflète désormais le vide de celui qui a tout perdu. Couronne, famille, identité. La faible lumière qui pénètre par l'unique fenêtre grillagée illumine son visage décharné. Ses pommettes saillent sous sa peau pâle, comme un vieux parchemin. Ses lèvres, qui autrefois exprimaient des ordres royaux, murmurent désormais à peine des mots incompréhensibles dans une langue inconnue. La puanteur de la prison se mêle à un étrange arôme émanant de son corps. C'est une odeur de terre, humide, de fleurs fanées, de quelque chose d'ancien qui n'appartient pas au monde des vivants. Les rares serviteurs qui se souviennent encore d'elle disent que cette odeur est apparue le jour où tout a changé à jamais. Ses mains, autrefois douces comme de la soie royale, laissent maintenant apparaître des veines sombres palpitant sous la peau telles des racines noires. Ce n'est pas une maladie, c'est quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus terrible. Les fers qui la retiennent sont tachés d'une substance qui n'est ni du sang, ni de la rouille. À ses pieds gît un collier brisé, gravé de symboles qui brillent faiblement dans l'obscurité. Les gardes tentèrent à 3 reprises de le lui arracher. À chaque fois, des cris inhumains résonnèrent dans tout le château. Désormais, plus personne n'ose le toucher. La reine Mathilde, qui l'appelait autrefois sa fille, n'est pas venue la voir. Aucun noble de la cour n'a prononcé son nom depuis la nuit du solstice. C'est comme si la princesse Alba avait cessé d'exister aux yeux du monde extérieur, confinée dans ce coin oublié où seules les pierres connaissent son histoire. Ses lèvres bougent lentement. Les mots sortent comme des murmures, chargés d'une autorité qu'elle ne possède plus. La tour m'appelait. Mais personne ne l'écoute. Personne ne veut l'écouter. Le froid s'intensifie lorsqu'elle respire. Les torches dans le couloir vacillent sans raison apparente. Et les nuits de pleine lune, on dit que son ombre se projette dans des directions impossibles, comme si elle appartenait à plusieurs corps. Comment l'héritière de l'une des plus puissantes maisons royale de Castille a-t-elle pu croupir dans ce donjon oublié? Quel terrible secret a transformé la princesse la plus admirée du royaume en la créature que les nobles craignent désormais de nommer? Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On vous suivra. 17 ans plus tôt, dans les salles dorées du château de Tolède, une jeune fille au regard profond et étrange marchait parmi les courtisans qui feignaient de ne pas remarquer sa présence. Alba était arrivée au palais à peine âgée et de 3 ans, enveloppée dans des couvertures de lin et accompagnée d'une vieille femme qui avait disparu avant l'aube. La reine Mathilde, incapable de concevoir un héritier, avait accepté l'enfant comme un cadeau du destin. Les documents officiels déclaraient qu'Alba était une nièce éloignée de la maison royale, orpheline de nobles de rang inférieur tués lors des guerres frontalières. Un mensonge parfait pour une cour désespérément en quête d'un héritier. Le dessous, royaume de Castille traversait une période mouvementée. Les conflits territoriaux avec l'Aragon s'intensifiaient à chaque saison. Les nobles locaux formaient des alliances secrètes qui fluctuaient au gré des vents politiques. L'Église cherchait à accroître son influence sur les décisions royales. Et au milieu de cet échiquier humain, une petite fille grandissait, observant la situation depuis l'ombre. Dès son plus jeune âge, Alba fit preuve d'une intelligence déconcertante. À 7 ans, elle maîtrisait le latin mieux que les scribes royaux. À 10 ans, elle comprenait les manœuvres politiques de la cour avec une clarté qui mettait mal à l'aise même les conseillers les plus expérimentés. Ses tuteurs rapportèrent que la princesse apprenait tout avec une rapidité surnaturelle, comme si elle connaissait déjà les leçons avant même de les entendre. Mais il y avait d'étranges signes que la cour préférait ignorer. Les jardins du palais fleurissaient de façon surnaturelle près de ses appartements. Les animaux du château la suivaient sans raison apparente. Et pendant les orages, la foudre semblait soigneusement éviter la tour où elle vivait, comme si une force invisible la protégeait. À l'âge de 15 ans, Alba commença à
participait activement aux conseils royaux. Sa voix douce mais ferme proposait des solutions aux conflits que les nobles ne parvenaient pas à résoudre. Elle suggérait des alliances matrimoniales qui renforcèrent le royaume. Elle identifiait les traîtres parmi les courtisans avec une précision qui confinait au surnaturel. Dom Esteban, le conseiller le plus influent de la reine, devint son mentor politique. C'était un homme d'âge mûr, aux cheveux argentés et au regard qui semblait calculer chaque mot avant même de le prononcer. Sous sa direction, Alba apprit les secrets les plus sombres de la diplomatie médiévale. L'art du poison, l'information comme arme et le mensonge comme moyen de survie. Les premières décisions stratégiques d'Alba furent brillantes. Il négocia la paix avec les rebelles du Sud grâce à un échange d'otages mutuellement satisfaisant. Il arrangea le mariage d'un cousin éloigné avec un noble aragonais, créant ainsi un pont diplomatique crucial. Enfin, il démasqua un complot visant à assassiner la reine, sauvant ainsi la stabilité du royaume. Mais c'est sa rencontre avec le prince Gaël qui marqua son entrée définitive dans l'arène politique. Gaël était le fils du duc de Médine, allié stratégique du royaume. Jeune homme de 18 ans, aux cheveux noirs et à l'allure militaire, il arriva à Tolède au sein d'une délégation commerciale. Lors de leur première rencontre, un événement inexplicable se produisit. Gaël s'approcha d'Alba lors d'une réception et murmura « Moi aussi je rêve de la tour de Lierre Noire ». Ces mots furent comme une clé ouvrant une porte dont Alba ignorait l'existence. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, la princesse ne fit pas de cauchemar, mais quelque chose de plus inquiétant commença. Lorsqu'elle toucha la main de Gaël pour lui dire au revoir, une étincelle de lumière dorée jaillit entre leurs paumes. Les nobles présents attribuèrent cela à l'électricité dans l'air, mais Alba savait que c'était autre chose. L'alliance entre Alba et Gaël fut officialisée 3 mois plus tard par des fiançailles unissant 2 des maisons les plus puissantes de la région. La cérémonie fut fastueuse. 500 invités, des musiciens venus de 3 royaumes et un banquet qui dura jusqu'à l'aube. Mais au milieu de la célébration, Alba toucha pour la première fois le collier qui allait changer son destin à jamais. Le collier arriva entre les mains d'un messager encapuchonné aux premières heures du lendemain des fiançailles. Alba le reçut dans ses appartements privés, sans témoin, comme si elle avait attendu cette livraison toute sa vie. Lorsqu'elle le toucha, une vague de chaleur lui parcourut l'échine et les symboles gravés dans le métal brillèrent de 1000 feux. Cette même nuit, la princesse se réveilla transformée. Sa peau était parcourue de veines sombres qui palpitaient comme des racines vivantes. Ses sens s'étaient affinés à un point insoupçonné. Elle entendait les conversations chuchotées dans les tours lointaines, sentait la peur dans la sueur, à des courtisans, percevait les mensonges comme des objets physiques flottant dans l'air. À l'aube, Alba découvrit qu'elle possédait bien plus que des sens surnaturels. Lors d'un petit déjeuner à la cour, le duc de Salamanque, connu pour son arrogance, osa publiquement remettre en question sa légitimité comme héritière. Alba le fixa du regard et prononça un seul mot dans cette langue ancienne que personne ne reconnut. Le duc s'effondra sur la table, pris de convulsions. Ses yeux se révulsèrent et il se mit à parler dans des langues inconnues pendant plusieurs minutes avant de s'évanouir complètement. À son réveil, quelques heures plus tard, il avait perdu tout souvenir des 3 derniers jours et n'avait plus jamais adressé un mot contre la princesse. La nouvelle de l'incident se répandit comme une traînée de poudre dans tout le royaume. Les nobles commencèrent à murmurer des rumeurs de pouvoirs obscurs et de pactes diaboliques. Mais Alba ne craignait pas ces accusations. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait complète, puissante, maîtresse de son destin. Le prince, Gaël était le seul à ne pas la craindre. Cette nuit-là, il la rejoignit dans les jardins du palais et lui avoua que lui aussi avait connu d'étranges changements depuis son arrivée à Tolède. Ses rêves étaient devenus plus vifs et il partageait les mêmes visions nocturnes qui tourmentaient Alba. La tour de Lierre Noire, les champs de cendres, les murmures d'une langue oubliée. Ensemble, ils commencèrent à explorer les passages secrets du château. Dans les profondeurs du sous-sol, ils découvrirent une crypte scellée depuis des siècles. Les murs étaient couverts d'inscriptions dans la langue qu'Alba parlait instinctivement. Les symboles racontaient l'histoire de l'Aube Noire,
un cycle qui se réveillait toutes les 7 générations. Les inscriptions révélaient une vérité troublante. Alba n'avait pas été véritablement adoptée. Elle était la descendante directe d'Inès la sorcière, une femme qui avait scellé un pouvoir ancestral pour préserver l'équilibre entre le monde des vivants et celui des ombres. La lignée était restée cachée pendant des décennies, attendant le moment propice pour se réveiller. Mais cette découverte s'accompagna d'une trahison dévastatrice. Dom Esteban, le conseiller qui avait guidé Alba pendant des années, avait tout orchestré depuis le début. Il n'était pas son mentor protecteur, mais le gardien d'un culte secret qui attendait depuis des siècles le retour de l'Aube Noire. La première confrontation directe eut lieu lors d'une réunion nocturne du Conseil royal. Alba avait découvert des documents révélant les véritables intentions de Dom Esteban. Utiliser son pouvoir éveillé pour conquérir les royaumes voisins et établir un empire surnaturel sous son contrôle. Le plan prévoyait l'assassinat de la reine Mathilde et l'élimination de tous les nobles susceptibles de résister. Lorsqu'Alba confronta publiquement Dom Esteban, l'homme révéla sa véritable nature. Ses yeux devinrent noirs et sa voix résonna de tons surnaturels. Il avait servi pendant des décennies d'intermédiaire entre le monde humain et les forces ancestrales, attendant de récolter le pouvoir qu'il avait contribué à cultiver. La bataille qui s'ensuivit ravagea la salle principale du château. Dom Esteban invoqua des ombres qui se matérialisèrent telles des bêtes affamées. Alba répondit avec une fureur qui ébranla les fondations du palais. Des flammes jaillirent de ses mains sans qu'il soit nécessaire de faire feu. Les miroirs de la salle se brisèrent sans que personne ne les touche. Au final, Alba sortit victorieuse, mais le prix à payer fut terrible. Avant de mourir, Dom Esteban lança une malédiction qui résonna dans tout Tolède. L'Aube Noire consumera ce que vous aimez le plus. Le pouvoir exige des sacrifices et vous le paierez de votre sang royal. La reine Mathilde, témoin de la bataille surnaturelle, tomba à genoux, terrifiée. Pour la première fois, elle vit véritablement la créature qu'elle avait élevée comme sa fille. Elle n'était plus la princesse Alba, mais quelque chose de plus âgé, de plus puissant, de plus dangereux. Cette nuit-là, tandis qu'elle nettoyait le sang de ses mains, Alba sentit que quelque chose de fondamental avait changé dans sa relation au monde. Le pouvoir n'était plus seulement le sien, il la possédait aussi. Et dans les yeux du prince Gaël, elle vit pour la première fois une lueur de ce qui allait bientôt devenir son plus grand ennemi, la peur. 6 mois après la mort de Dom Esteban, Albé était devenue la véritable souveraine de Tolède. La reine Mathilde, rongée par la terreur de ce qu'elle avait vu, s'enferma dans ses appartements et céda toute autorité à celle qu'elle ne considérait plus comme sa fille adoptive, mais comme une force de la nature ayant grandi sous son toit. Le pouvoir d'Albe s'étendait au-delà des murs du château. Les paysans des villages voisins commencèrent à faire des pèlerinages à Tolède, implorant sa bénédiction pour les récoltes, ses remèdes contre les maladies et sa protection contre les épidémies. Certains la considéraient comme une sainte, d'autres la craignaient comme une sorcière, mais tous reconnaissaient en elle des pouvoirs transcendant l'humanité. Les nobles de la cour se divisèrent en 2 factions irréconciliables. Ceux qui la soutenaient formèrent une confrérie secrète appelée les Serviteurs de l'Aube, jurant une loyauté absolue en échange de leur participation au mystère que l'Aube avait commencé à révéler. Ceux qui s'opposaient à elle complotèrent dans l'ombre, envoyant des messages désespérés aux royaumes voisins, réclamant une intervention militaire. Mais les contradictions internes du règne d'Albe étaient évidentes dès le début. Sa justice était prompte et implacable. Lorsque le comte d'Avila fut découvert en train de vendre des informations militaires à des ennemis aragonais, Alba ne le jugea pas publiquement. Il se contenta de toucher son front du plat de la main. Le comte vieillit de 30 ans en 30 secondes et mourut en murmurant des secrets que personne ne pouvait déchiffrer. Les alliances devinrent instables, car Alba n'avait plus besoin de la diplomatie traditionnelle. Pourquoi négocier alors qu'il pouvait imposer sa volonté directement? Les ambassadeurs étrangers retournèrent dans leur royaume avec des histoires que leur propre roi considérait comme des fantasmes, jusqu'à ce que la nouvelles conquêtes impossibles leur parviennent.
En une seule période, Albay étendit les frontières de la Castille plus loin que n'importe quel autre monarque en 2 siècles. Mais elle ne le fit pas avec des armées traditionnelles. Ses soldats étaient des créatures de l'ombre qui répondaient à son appel. Ses armes étaient des tempêtes qu'elle conjurait d'un geste de la main. Ses stratégies militaires défiaient toute logique connue. Le prince Gaël, témoin, privilégié de ces transformations, commença à montrer les premiers signes de résistance intérieure. Lors d'un dîner privé, il osa remettre en question les méthodes de sa fiancée. « Alba, ne vois-tu pas que tu deviens ce que Dom Esteban voulait que tu sois? Le pouvoir te transforme. » La réponse d'Alba fut glaciale. « Le pouvoir ne me change pas, Gaël. Il me révèle. Et si tu ne peux accepter qui je suis vraiment, peut-être que nos fiançailles étaient une erreur. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis son arrivée à Tolède, Gaël dormit dans des quartiers séparés. L'Église commença à mobiliser son influence contre Alba. L'archevêque de Tolède déclara publiquement que les pouvoirs de la princesse étaient d'origine diabolique et qu'ils représentaient une menace pour la chrétienté. Il organisa des processions d'exorcisme autour du château et envoya des lettres au pape, demandant une intervention directe. Alba répondit par une démonstration de force qui fit taire à jamais les voix ecclésiastiques. Lors de la messe dominicale, elle apparut dans la cathédrale principale de Tolède. Elle descendit l'allée centrale, les cierges s'allumant à son passage. Elle s'arrêta devant l'autel et prononça une bénédiction en latin qui fit sonner simultanément toutes les cloches de la ville. L'archevêque tenta de la confronter, mais lorsqu'il leva le crucifix dans sa direction, l'objet se désintégra dans ses mains. Alba n'avait rien fait de visible, mais sa seule présence avait neutralisé le symbole sacré. « Dieu ne me craint pas », déclara-t-elle d'une voix qui résonna dans toute la cathédrale. « Pourquoi ses serviteurs devraient-ils me craindre ?» Les divisions familiales commencèrent à se manifester de manière dramatique lorsqu'Alba découvrit que la reine Mathilde entretenait une correspondance secrète avec des nobles rebelles. Les lettres, interceptées par les espions d'Alba, révélaient un projet d'assassinat de la princesse lors de son mariage avec Gaël, à l'aide d'un poison béni par le pape. La confrontation entre la mère adoptive et sa fille fut dévastatrice. Mathilde, coincée dans son appartement, hurla des vérités restées enfouies depuis des années. « Tu n'as jamais été ma fille. Tu as été amenée ici pour détruire tout ce que nous avons construit. Tu es la malédiction d'Inès incarnée. Et j'ai été assez stupide pour t'élever comme si tu étais humaine. » Alba écouta en silence, mais lorsque Mathilda eut terminé sa tirade, quelque chose se brisa dans le cœur de la princesse. La femme qui l'avait élevée, la seule figure maternelle qu'elle ait jamais connue, la rejetait complètement. La douleur de cette trahison était plus profonde que n'importe quelle blessure physique. La querelle avec les nobles s'intensifia lorsqu'Alba commença à exiger des serments de sang plutôt que des promesses verbales. Ceux qui refusaient disparaissaient du jour au lendemain. Ceux qui acceptaient étaient marqués de symboles brillants au clair de lune, devenant ainsi des prolongements de la volonté d'Alba. Mais c'est la perte du prince Gaël qui marqua le véritable point de rupture. Une nuit, Alba se réveilla seule, dans son lit conjugal. Gaël avait fui le château, emportant avec lui une lettre trouvée sur son oreiller. « Je ne peux aimer quelqu'un qui n'est plus humain. Pardonne-moi, mais je dois choisir entre te sauver et me sauver moi-même. J'espère qu'un jour tu pardonneras ma lâcheté. » La fureur d'Alba face à la trahison de Gaël ébranla les fondations du château pendant 3 jours. Des tempêtes s'abattirent sur Tolède sans relâche. Les animaux quittèrent la ville, et dans le ciel nocturne, tous les citoyens purent apercevoir la silhouette d'une tour se matérialiser lentement sur la colline nord. La prophétie de l'Aube Noire entrait dans sa phase finale. L'évasion de Gaël déclencha une réaction en chaîne qu'Alba n'avait pas prévue. Sans sa présence rassurante, les pouvoirs de l'Aube Noire commencèrent à la consumer de l'intérieur. Ces nuits étaient peuplées de visions de plus en plus violentes de l'avenir brisé de Toledo, rues désertes, bâtiments en ruine, champs de cendres à perte de vue. Les premières erreurs furent subtiles mais fatales. Alba commença à se méfier de tous ses fidèles conseillers. Lorsque le capitaine de la garde royale suggéra la modération dans les exécutions publiques, elle l'interpréta comme une trahison
et le transforma en statue de sel lors d'une réunion du conseil. Les nobles encore présents prirent la fuite, terrorisés, laissant le château pratiquement vide de ses administrateurs. Sans structure gouvernementale fonctionnelle, le royaume commença à s'effondrer administrativement. Les impôts cessèrent d'être perçus, les collecteurs d'impôts craignant d'approcher des villages où Alba était considérée comme une sorcière. Les routes étaient encombrées de bandits, les soldats royaux ayant déserté en masse. Les récoltes pourrissaient dans les champs, les paysans croyant que toutes céréales touchées par la malédiction d'Alba empoisonneraient leur famille. Les trahisons internes s'intensifièrent lorsque les serviteurs de l'Aube découvrirent que leur loyauté avait des limites. Le duc de Médina, père de Gaël et chef de la confrérie secrète, commença à organiser une résistance interne. Il avait juré de protéger Alba, mais comprit désormais que la protéger signifiait l'arrêter avant qu'elle ne détruise complètement le royaume. La première conspiration sérieuse eut lieu lors du solstice d'hiver. Un groupe de nobles loyaux tenta d'empoisonner Alba lors du dîner de célébration. Ils s'étaient procuré un poison béni par des moines de Saint-Jacques de Compostelle, censés neutraliser les pouvoirs surnaturels. Mais Alba décela la trahison avant même la première gorgée. Sa vengeance fut si terrible qu'elle entra dans la légende. Les conspirateurs ne moururent pas simplement. Ils furent piégés dans une boucle temporelle où ils revivraient à jamais leur trahison. Leurs cris résonnèrent dans le château pendant des semaines, jusqu'à ce qu'Alba, lassée du bruit, les réduise au silence, les transformant en ombres errant dans les couloirs. Les habitants de Tolède commencèrent à se retourner contre elle lorsque ses pouvoirs affectèrent involontairement des innocents. Des enfants naissaient avec d'étranges marques sur la peau. Des personnes âgées mouraient dans des rêves hantés par des cauchemars surnaturels. Des femmes enceintes perdaient leur bébé sans explication médicale. On murmurait que la malédiction de la princesse s'était propagée au-delà du château. Les mères commencèrent à cacher leurs enfants lorsqu'Albe se promenait dans les rues. Les marchands fermèrent leurs boutiques à son approche. Les prêtres organisèrent des messes secrètes pour implorer la protection divine contre la Vierge des Ombres, comme on l'appelait sur les marchés. Alba tenta désespérément de contrôler les effets secondaires de son pouvoir, mais chaque tentative de correction ne fit qu'empirer les choses. Lorsqu'elle tenta de guérir un enfant malade, le garçon fut réduit en poussière. Lorsqu'elle tenta de bénir une récolte flétrie, la région entière devint stérile pendant 3 saisons. L'isolement devint total lorsque même ces créatures d'ombre commencèrent à lui désobéir. Les bêtes, qu'elle avait invoquées pour protéger le royaume, commencèrent à attaquer sans discernement. Les soldats spectraux qui formaient sa garde personnelle devinrent hostiles à tout être vivant, y compris Alba elle-même. La reine Mathilde, enfermée dans ses appartements depuis la confrontation avec Alba, trouva le moyen d'adresser un message désespéré au pape de Rome. La lettre, écrite avec son propre sang comme encre, implorait une intervention divine immédiate. « Saint-Père, l'enfant que j'ai élevé comme ma fille a perdu toute humanité. Tolède se meurt sous sa malédiction. Si vous n'agissez pas rapidement, il ne restera plus une seule âme chrétienne dans tout le royaume. » Mais le coup le plus dévastateur survint lorsqu'Alba découvrit que le prince Gaël n'avait pas fui par lâcheté, mais pour retrouver les derniers descendants d'Agnès la sorcière. Son plan était de trouver un moyen de briser le cycle de l'aube noire avant qu'Alba ne se transforme complètement en la bête annoncée par les prophéties. La trahison de Gaël lui fit plus mal que toutes les conspirations précédentes réunies. Le seul être qui avait partagé ses visions, compris sa double nature, promis de l'aimer quoi qu'il advienne, s'employait désormais activement à la détruire. Alba sombra dans un état de désespoir qui se manifesta physiquement dans le monde réel. Ses émotions incontrôlables créèrent des tempêtes constantes sur Tolède. La pluie qui tombait était noire comme de l'encre. La foudre frappait sans cesse au même endroit. Et au centre de tout cela, la tour de lierre noire de ses cauchemars se matérialisa pleinement sur la colline nord. Les derniers nobles fidèles abandonnèrent le château lorsqu'Alba commença à parler exclusivement la langue ancestrale d'Inès. Elle ne pouvait plus communiquer avec les humains normaux. Sa transformation était telle que sa simple présence provoquait des troubles mentaux chez quiconque la regardait directement. Le contrôle absolu qu'elle exerçait depuis des mois s'effondra.
En quelques semaines, Alba se retrouva seule dans un château vide, entouré seulement des échos de ses propres paroles et d'ombres qui ne lui obéissaient plus. La crise irréversible survint sous la forme d'une vision prophétique qu'Alba ne put interpréter avant qu'il ne soit trop tard. Il vit des armées marcher vers Tolède depuis 5 directions différentes. Au centre de la formation principale chevauchait une silhouette encapuchonnée, tenant un objet brillant dans ses mains. C'était Gaël. Et cet objet était le seul artefact capable de briser à jamais le cycle de l'aube noire. Les 5 armées convergèrent vers Tolède au petit matin de la Saint-Michel-Archange. Ce n'était pas un hasard. Si elles avaient choisi cette date, les soldats portaient des armes bénites, des armures gravées de symboles sacrés et des bannières ornées de prières latines. C'était une croisade contre une femme, devenue l'incarnation du mal pour la moitié du continent. Le prince Gaël chevauchait à la tête de la formation principale, portant le sceau d'Agnès, un médaillon en argent qu'il avait trouvé dans les ruines du premier couvent où la sorcière originelle avait été exécutée. D'après les chroniques qu'il avait étudiées pendant des mois, cet artefact était la seule relique capable de briser définitivement le cycle de l'aube noire. Alba les attendait seule sur les remparts du château. Sa transformation avait atteint un point où elle avait à peine l'air humaine. Sa peau était translucide comme du parchemin, ses yeux brillaient de leur propre lumière et ses cheveux flottaient autour de son visage comme si elle était submergée par une eau invisible. Elle n'avait plus besoin de vêtements. Les ombres collaient à son corps comme des vêtements vivants. La première ligne de défense était constituée des créatures de l'ombre invoquées par Alba durant son règne. Des bêtes spectrales, aussi grandes que des chevaux de guerre, se ruèrent sur les assaillants, leurs mâchoires ruisselant d'acide surnaturel. Mais les soldats étaient prêts. Leurs armes bénies transpercèrent les créatures comme de la fumée, et les exorcistes, accompagnant chaque bataillon, les dissolvèrent avec des chants sacrés. Le siège dura 3 jours. Alba combattit avec une fureur qui ébranla les montagnes environnantes. Elle invoqua des tempêtes qui lancèrent des éclairs violets sur les assaillants. Elle ouvrit des fissures dans la terre qui engloutirent des centaines de soldats. Elle transforma l'air lui-même en acide qui corrodait les armures ennemies. Mais pour chaque soldat tombé, 10 autres arrivèrent. La véritable bataille commença lorsque Gaël parvint à percer les défenses extérieures et à atteindre la cour du château. Alba l'attendait au centre, entourée d'un cercle de feu noir qui brûlait sans se consumer. Lorsque leurs regards se croisèrent, elle sembla un instant reconnaître l'homme qu'elle avait aimé. « Gaël, murmura-t-il, sa voix résonnant, comme 1000 voix. « Es-tu venu pour me sauver ou me détruire ?»« Pour te libérer, » répondit-il en levant le sceau d'Agnès. « Le cycle doit être brisé, Alba. Agnès n'a pas créé de malédiction. Elle a créé une prison pour contenir quelque chose de bien pire. Et cette prison, c'est toi. » La révélation finale fut dévastatrice. Alba n'était pas l'héritière du pouvoir d'Inès. Elle était le réceptacle conçu pour contenir une force ancienne qui menaçait de détruire le monde des siècles auparavant. Toutes les 7 générations, cette entité tentait de s'échapper, et chaque fois, elle avait besoin d'un corps humain suffisamment fort pour la contenir temporairement. Le combat entre Alba et Gaël détruisit complètement le château. Elle attaqua avec des pouvoirs défiant les lois de la physique. Il se défendit avec le sceau qui neutralisa tous les sorts avant qu'ils ne puissent l'atteindre. Les pierres du château fondirent sous la chaleur surnaturelle. Les vitraux explosèrent en une pluie de cristaux multicolores, et dans le ciel, la tour de lierre noire commença à s'effondrer sur elle-même. La défaite d'Alba survint lorsqu'elle réalisa qu'elle ne combattait plus Gaël, mais l'entité qui était en elle. La force ancestrale avait pris le contrôle total de son corps et de son esprit. Comprenant cela, Alba parvint à accomplir un dernier acte de volonté humaine. Elle se jeta vers le sceau d'Inès, les bras ouverts, laissant la relique toucher son cœur. L'explosion de lumière qui s'ensuivit était visible à 3 royaumes de distance. Lorsqu'elle s'éteignit, Alba gisait au sol, inconsciente mais redevenue humaine. Les veines sombres avaient disparu de sa peau, ses yeux avaient retrouvé leur couleur d'origine, et le sceau d'Agnès avait fondu dans sa poitrine, créant une cicatrice argentée en forme d'étoile. Mais la victoire avait un prix. Alba avait survécu,
mais elle avait perdu tous ses souvenirs des années précédentes. Elle ne se souvenait plus de Gaël, de ses pouvoirs, ni des atrocités qu'elle avait commises. Elle était comme une adolescente de 17 ans se réveillant au milieu d'un champ de bataille, incapable de comprendre pourquoi des milliers de soldats l'encerclaient, armes au poing. Le procès était une farce nécessaire pour satisfaire les royaumes qui avaient envoyé des troupes. Alba fut accusée de sorcellerie, de régicide, de pacte démoniaque, de destruction de récoltes, de meurtre de nobles, de corruption de mineurs, d'hérésie, de trahison et de crimes contre l'humanité. Les accusations occupaient 14 parchemins écrits en petits caractères. Mais la femme assise sur le banc des accusés ne comprenait rien aux accusations. Elle répondait à chaque question avec l'innocence authentique de quelqu'un qui avait complètement perdu son identité. « Je ne me souviens pas d'avoir fait ça », répétait-elle sans cesse, sa voix dénuée de tout écho surnaturel. La réaction du peuple fut partagée. Les paysans qui avaient souffert sous son règne exigeaient une vengeance immédiate. Les nobles, témoins de sa transformation, exigeaient son exécution pour sa sécurité. Mais les prêtres qui l'examinèrent déclarèrent qu'il n'y avait plus en elle aucune trace de pouvoir diabolique. Le tribunal, les représentants de l'Église et les ambassadeurs étrangers parvinrent tous au même verdict. Alba serait condamnée à la réclusion à perpétuité dans la tour nord du château, le seul bâtiment ayant survécu à la bataille finale. Elle ne serait pas exécutée, car elle n'était techniquement plus la même personne que celle qui avait commis les crimes, mais elle ne serait pas non plus libérée, car le risque de voir ses souvenirs lui revenir était trop grand. Gaël fut le seul à s'opposer au verdict. Il avait tout risqué pour la sauver, pas pour la voir croupir en cellule. Mais lorsqu'il tenta de prendre sa défense, Alba le regarda sans la reconnaître et demanda « Qui êtes-vous, monsieur ?» Cette question brisa le cœur du prince. À jamais. La femme qu'il avait aimée n'était plus. À sa place ne subsistait que l'écho de ce qu'elle avait été, condamnée à vivre sans comprendre pourquoi le monde la craignait tant. Alba vécut encore 20 ans dans la tour nord, non, pas comme une prisonnière, mais comme l'ombre d'elle-même. Sa mémoire ne lui revint jamais complètement. Elle se souvenait de fragments, le goût des pommes du jardin royal, la texture des soies qu'elle avait portées dans sa jeunesse, le sentiment de sécurité dans les bras de quelqu'un dont elle ne se souvenait plus du visage. Les gardiens qui prenaient soin d'elle rapportèrent qu'elle se parlait à elle-même la nuit, entretenant des conversations dans cette langue ancienne que personne ne comprenait. Mais il ne s'agissait pas de conversations avec des entités surnaturelles, mais plutôt avec les fantômes de sa propre mémoire fragmentée. Alba tenta de reconstituer son identité perdue, pièce par pièce, tel un puzzle dont la plupart des pièces seraient manquantes. Sa mort survint durant un hiver particulièrement rigoureux, ni violent ni dramatique, mais aussi silencieux que sa vie en captivité. Les gardes la trouvèrent un matin assise près de la fenêtre, les yeux ouverts, le regard fixé sur la colline nord, où se dressait autrefois la tour recouverte de lierre, noire. Son visage exprimait une paix qu'elle n'avait pas vue depuis des décennies. Dans sa main droite, elle tenait un petit objet inconnu, une fleur de cristal qui brillait d'une faible lueur. Lorsqu'ils tentèrent de la lui prendre, la fleur se désintégra en une poussière dorée qui se dispersa au vent. Certains disaient que c'était le dernier vestige de son pouvoir originel. D'autres voyaient en lui un cadeau d'adieu de l'entité qu'il avait habité pendant tant d'années. Ses funérailles furent une étrange affaire. Il n'y eut pas de deuil officiel, Alba n'ayant techniquement jamais été une reine légitime. Il n'y eut pas de célébration publique, car elle était morte prisonnière politique. Seul un petit groupe assista à l'enterrement. Le prince Gaël, désormais âgé et marqué par la guerre, 3 religieuses qui avaient pris soin d'elle durant ces dernières années, et étonnamment, un groupe de paysans des villages qu'elle avait dévastés des décennies auparavant. Ces paysans apportèrent une révélation qui modifia la perception posthume d'Alba. Dans les années qui suivirent son emprisonnement, les Dandys, terres qu'elle avait involontairement maudites, commencèrent à produire des récoltes extraordinaires. Les enfants nés avec d'étranges marques sur la peau développèrent une résistance surnaturelle aux maladies qui ravageaient d'autres régions. Les femmes qui avaient perdu des bébés sous son règne eurent une progéniture exceptionnellement saine dans les années qui suivirent. L'ironie était évidente. Les effets négatifs de son pouvoir incontrôlé s'étaient transformés en
Bénédiction à long terme. Alba avait involontairement semé une prospérité qui dura des générations, mais elle ne vécut pas assez longtemps pour la voir s'épanouir. Gaël fut celui qui lutta le plus pour préserver sa mémoire. Il rédigea les récits officiels des événements, mais en faisant clairement la distinction entre Alba, la personne, et l'entité qui l'avait possédée. Dans ses écrits, il la décrivait comme une victime autant qu'une agresseuse, un réceptacle qui paya le prix de contenir l'incontrôlable. Mais l'histoire officielle, écrite par les chroniqueurs de la cour, la présentait comme un parfait exemple de la corruption du pouvoir absolu. Les manuels scolaires enseignés aux générations futures parlaient d'Alba la damnée, une princesse qui avait vendu son âme par ambition et avait été justement punie par la providence divine. Les conséquences historiques de son règne furent profondes. L'expérience de Tolède conduisit à des réformes politiques qui limitèrent le pouvoir royal dans toute la Castille. Des conseils de noblesse furent institués, habilités à destituer les monarques présentant des signes de déséquilibre mental ou d'influence surnaturelle. L'Église élabora des protocoles spécifiques pour identifier et neutraliser les menaces mystiques avant qu'elles ne puissent consolider le pouvoir politique. La plus grande ironie de l'histoire fut révélée 2 siècles plus tard, lorsque les documents secrets de Dom Esteban furent découverts dans les ruines de sa bibliothèque personnelle. Ces lettres révélèrent qu'il avait manipulé les événements pendant des décennies pour provoquer ce qui était arrivé. Son plan n'avait jamais été de contrôler Alba, mais de l'utiliser pour prouver que les pouvoirs surnaturels étaient trop dangereux pour exister. Dom Esteban était l'agent d'une organisation secrète vouée à l'éradication de toute forme de magie dans le monde. Son culte, dédié à l'Aube Noire, visait en réalité à réveiller le pouvoir de l'Aube de la manière la plus destructrice possible, afin que les générations futures rejettent toute manifestation surnaturelle. Le plan avait parfaitement fonctionné. Après le règne d'Alba, l'Europe entra dans une ère de rationalisme extrême où tout ce qui ne pouvait être expliqué scientifiquement était immédiatement supprimé. Les derniers magiciens, guérisseurs et mystiques furent chassés jusqu'à l'extinction. Le monde devint plus sûr mais aussi plus gris. L'évaluation finale de l'héritage d'Alba dépendait du point de vue. Pour les politiciens, elle avait été une leçon sur les dangers d'un pouvoir incontrôlé. Pour l'Église, elle avait démontré que seule la vraie foi pouvait résister à la corruption surnaturelle. Pour les paysans qui bénéficiaient de ces malédictions involontaires, elle avait été une sainte torturée qui s'était sacrifiée pour leur prospérité. Mais Gaël, dans ses mémoires privées, découverts seulement des siècles plus tard, a rédigé le bilan le plus honnête. Alba était à la fois victime et bourreau, à la fois sauveur et destructeur. Elle était ce que le monde avait fait d'elle, et non ce qu'elle avait choisi d'être. Sa tragédie ne résidait pas dans le fait qu'elle avait du pouvoir, mais dans le fait qu'elle n'ait jamais eu véritablement le choix de l'utiliser. La tombe d'Alba devint un lieu étrange. Ce n'était ni un lieu de pèlerinage, ni un mémorial officiel. Pourtant, des mères de la région amenaient secrètement leurs enfants malades, toucher la pierre tombale et, étonnamment, beaucoup furent guéris. Les érudits ne purent jamais expliquer ces petits miracles, mais ils furent également incapables de les nier. Les nuits de pleine lune, certains juraient avoir vu une silhouette féminine se promener dans les jardins en ruine du château. Elle n'était ni menaçante ni surnaturelle, juste mélancolique, comme si elle était l'esprit de quelqu'un ayant enfin trouvé la paix, mais toujours en quête de souvenirs qu'elle ne pourrait jamais retrouver. Le monde évoluait, plus prudent, mais aussi plus conscient que le véritable pouvoir a toujours un prix. Et dans les histoires que les grands-mères racontaient à leurs petits-enfants les nuits d'orage, Alba subsistait, nous rappelant que même les monstres les plus terrifiants pouvaient être à l'origine des êtres qui ne cherchaient qu'à être aimés. Fin de l'histoire. Et vous, nobles spectateurs qui avez traversé avec nous les sombres couloirs de l'histoire, qu'avez-vous retenu de ce voyage? Si ce récit vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et partagez-la avec ceux qui aiment l'histoire vivante et intense. Et ne manquez pas le prochain épisode. Nous parlerons des derniers Templiers d'Aragon, l'ordre secret qui défia le pape. À bientôt.